Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club, ton podcast préféré qui parle de cinéma, qui en parle en bien, qui en parle en mal, mais en tout cas qui en parle, et ça c'est le plus important. Bienvenue pour ce 52e épisode de Vidéo Club, ton deuxième épisode d'ailleurs de la semaine, car on vous avait justement enregistré le petit épisode pronostic des Oscars, et on revient encore une fois cette semaine. Mais vous êtes gâtés, cher public, on peut le dire, vous êtes gâtés. Quel plaisir, et je suis évidemment accompagné de la fine équipe comme à mon habitude. Salut tout le monde. Salut. Comment vous allez, dites voir? Bien. En forme. Ah oui, alors tranquille, avec encore plus d'intonation en termes d'enforme. Prêt à en découdre. Oui. C'est vrai qu'on est un peu fatigué. On enregistre 2 émissions à la suite. Donc on a enregistré les tops, enfin les pronos, plus le 52e épisode. On est un peu fatigué, on va pas vous le cacher. Mais on attend notre coke. Mais on attend notre cocaïne évidemment qui nous attend. Et on va évidemment avoir plein d'énergie pour cet épisode. On a plein d'énergie, on le dit qu'on a plein d'énergie. Ouais. Yes. Allez, on va dire que c'est comme ça. Aujourd'hui, un programme bien sympathique, car aujourd'hui, on va vous parler d'un architecte étranger, un film phénomène brésilien, Maria Callas, un nouveau moment dans l'émission, un nouveau petit concept qu'on a décidé d'introduire, un petit ourson au Pérou, une prise d'otage et un film gothique des années italiens 60 en tant que carte blanche du jour. Commençons directement avec le premier film du jour, le gros morceau de cinéma, un film que Roman et Lorenzo nous avaient déjà parlé depuis plusieurs mois. Ils nous en avaient parlé, ils nous l'avaient hypé, on peut le dire, c'était un film qui était du coup leur top 1, top 2 de l'année 2024. Le film phénomène où beaucoup de gens se demandent, est-ce que ce serait pas lui qui va rafler en fait tous les prix aux Oscars? On va évidemment parler de The Brutalist. There was a war on, and yet many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion of shoreline. I brought you all out here to join me in looking forward toward the future. The Brutalist est donc un film réalisé par Brady Corbet, un film de 3h35, il faut le dire, un très très gros film avec notamment Adrian Brody et Felicity Jones qui sont tous deux nommés dans une catégorie aux Oscars pour meilleur acteur et meilleure actrice. C'est le gars aussi de Guy Pearce aussi, qui est aussi nommé dans meilleur acteur secondaire. Enfin bref, film phénomène, film qui a déjà chamboulé la critique. Est-ce que c'est le cas aussi dans notre chère émission? Je vais évidemment d'abord donner peut-être la parole à Lorenzo. Lorenzo, c'est un film qui évidemment, on sait, qui t'a beaucoup plu, mais tu vas enfin pouvoir t'exprimer. Pourquoi ce film t'a autant marqué, d'Ivoire? Ouais, c'est vrai, il y a le côté enfin, parce qu'en soi, on l'a vu en novembre avec Roman. Oh. On a eu le temps d'en parler déjà. Tous les gens qu'on a croisés autour de nous, j'ai l'impression que ce film, j'en parle depuis des mois, et en fait, c'est que maintenant que j'en parle dans cette émission, c'est assez fou. Donc j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit, alors qu'en fait, c'est neuf pour vous, dans vos oreilles, tout ce qui va être dit. Non, mais c'est vraiment, comme vous l'avez su dans l'épisode des tops, en fait, il y a déjà eu du teasing par là, et il y a déjà l'épisode des pronos Oscar, et donc beaucoup de petits éléments pour vous faire comprendre mon opinion globale sur le film, mais c'est monumental. C'est monumental, allégorie, architecture, tout ça. Non mais c'est fou, c'est du très très grand film. Et tu dis 3h30, mais tu les sors pas quoi. Tu les sens jamais. Absolument. T'es embarqué dans cette histoire de ce gars-là qui est complètement fictif, Laszlo Toth. En fait, maintenant je l'ai vu et j'ai l'impression de connaître ce gars quoi. J'ai l'impression que c'est un vrai individu qui a marqué l'histoire humaine, qui a eu sa place dans l'architecture. Enfin, c'est fou quoi. Non mais en fait, on va reprendre par le début, vraiment juste les 5 premières minutes, l'introduction. Ouais. Brillante. Mais c'est fou en fait, il y a ça, et ça, j'ai rarement ou si peu de fois eu ça au cinéma, où ça commence et tu te dis ah mais je vais vivre un grand film.
ça va être fou. Et en fait, il y a une promesse qui est juste dans ces 5 premières minutes, avec juste cette musique, pas musique, qui sont entre son et musique, quelques petits plans, tu sais pas où t'es, tu sais pas ce qui se passe. Et en fait, déjà, juste ces 5 premières minutes, elle raconte une histoire, quoi. C'est juste, t'as le passé du gars dans ces 5 premières minutes. Et en fait, ça pourrait tellement être cliché au possible de l'American Dream, ce gars qui débarque d'un bateau, il commence de zéro. Et en fait, c'est tellement beaucoup plus humble, c'est tellement beaucoup plus terre à terre, tellement beaucoup plus humain, il y a tellement beaucoup plus d'éléments, c'est tellement beaucoup plus nourri. Et c'est tellement plus critique aussi. Beaucoup plus critique que, en fait, c'est nourri, c'est tellement nourri que tu crois à tout ce que tu vois parce que ça pourrait être vrai en fait. T'as l'impression que c'est des images d'archives de ce gars-là et qu'on a composé avec des images réelles et fictives et que ce gars-là a existé et puis hormis voilà ce côté on va dire scénario et conception d'histoire, la technique est folle. L'atmosphère, en fait, créer une atmosphère qui te tient pendant 3h30 comme ça, et un rythme, en fait, qui fonctionne super bien parce que t'as des scènes, on va dire, d'intensité assez haute, assez élevée, de tragédie humaine, et après des scènes un peu plus douces, un peu plus enjouées, des scènes de doute. T'as la pluralité de la vie d'un humain dans ce film-là, et d'en fait, pas passer... c'est pas le cliché où tu pars du rire aux larmes et de la compassion à la haine. C'est le cas, tu passes par toutes ces émotions, mais il y a une subtilité où ça va toujours plus loin que juste ah bah là ça a merdé ou ah bah là que c'est triste dis donc. Ça va tellement en fait vu que t'es nourri par tout ce que tu viens de voir, il y a une force où c'est jamais unilatéral, c'est jamais binaire et t'as c'est fou en fait. En fait, j'avais déjà dit, je crois, dans cette émission, et je le pense très souvent, où chaque être humain sur Terre est digne d'avoir un film en fait. Un individu, il y a forcément une histoire quelque part, il y a forcément une mise en scène à aller chercher. Tu peux forcément raconter quelque chose. Et le mec, il s'est chauffé quoi. Il a créé un gars, un individu et sa fille, enfin sa femme, sa famille, son passé, son futur. Puis cette morale, je viens d'y penser en disant son futur, mais cette fin quoi, cette fin qui te prend à contre-pied ou la dernière. Mais tu te dis, t'as pas vu? Je l'ai lu le synopsis. Ah d'accord. Ok, elle se spoil tout comme ça. Mais c'est cette fin où on vient te dire, c'est pas du spoil, mais on vient te dire quasiment l'inverse de tout ce qu'on t'a dit pendant le film. Et c'est tellement légitime en fait. Où non, et puis j'ajouterais aussi l'aspect architectural où j'y allais en me disant brutaliste, tiens. Vous le savez sûrement si vous écoutez l'émission, mais j'ai fait architecture, j'aime l'architecture, je suis passionné d'architecture et du coup le brutalisme ça me parle énormément et en plus en lisant le script, en sachant que c'est un architecte et tout, même naïvement j'ai cru que c'était un vrai gars au début. Tu peux peut-être préciser c'est quoi le brutalisme peut-être pour les personnes qui... Brutalisme c'est un style, oui Lucas, tout à fait, ma petite chronique brutalisme. Transition, hein. C'est un style architectural qui est né vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et en parallèle du modernisme. En fait c'est une extension du modernisme où on vient travailler le béton brut, c'est-à-dire pas traité, enfin en tout cas pas sans aspérité. Par exemple, on vient pas le peindre, on vient pas mettre du placo devant, on vient traiter, on vient le mettre, on assume en fait l'apparence du béton. Où pendant très longtemps c'était un matériau très moche qu'on voulait jamais assumer, qu'on mettait en structure. Là en fait on vient l'assumer comme élément esthétique qui se suffit à lui-même. Puis par extension on vient créer une identité très sobre, très assumée, très minérale et puis ouais, en plus ça fonctionne super bien avec ce gars-là, quoi. Évidemment que ce gars-là est brutaliste, quoi. Non, mais bien sûr, ce gars-là transpire ce qu'est le brutalisme. C'est quelque chose de dépouillé. C'est une esthétique dépouillée. Puis ce gars-là, on lui a tout pris. Il a plus que ça pour s'exprimer. Ouais. Ça passe par du béton, des formes, et en plus il doit construire une église. C'est fou, quoi, d'avoir pensé à ça et de mettre ce parallèle-là entre l'œuvre de cet individu et la vie de ce gars-là, et en fait de faire comprendre que les deux s'alimentent en fait. Ce qui est brillamment expliqué. Il s'alimente par son œuvre et il alimente du coup son œuvre, et c'est ce parallèle-là en fait où tu as des scènes de création où ça frôle le cliché, où des fois il est avec son crayon dans son studio puis tu te dis waouh, le grand artiste, mais en fait oui, bien sûr que oui, parce qu'il a plus que ça, quoi. Quand il sort de son studio, il y a son patron, enfin son client sur le dos, il y a sa femme malade, il y a la société tout autour de lui, il a ses addictions et tout et ça pourrait être cliché comme ça, je te vois rigoler, ça peut être cliché. Mais en fait, c'est tellement justifié, brillant et tenu. Et jamais on passe la limite du cliché, du convenu, du déjà-vu, de l'absurde. Et non, puis oui, du coup, pour cette parenthèse architecturale, où d'avoir
penser, plus que penser un individu, avoir pensé sa carrière, d'avoir pensé son œuvre. En fait, on voit à un moment un bureau qu'il a conçu, on voit l'église qui va être un peu l'œuvre de sa vie, on voit quelques projets, quelques dessins qu'il a fait de quand il était en Europe. Et en fait, à la fin, il y a une sorte de rétrospective, on va dire, en images, puis tout au long du film, tu vois sa carrière en images. Il y a une cohérence dans cette carrière architecturale. Le gars, avant la guerre, il commence par des trucs plus modernistes, moins brutalistes, parce qu'il a encore de l'espoir. Il le disait lui-même, il disait à l'époque, avant que le fascisme arrive, avant que les Allemands arrivent, la Hongrie, c'était beau, c'était merveilleux. On créait, on imaginait, on faisait des trucs. Puis tu le vois dans ses dessins, il y a de la couleur, il y a du vert, c'est ouvert, c'est aéré, c'est lumineux. Et le mec, il subit la guerre, et il passe au brutalisme, et ça devient toute une autre expression. Et il reste quand même cette foi qui met dans cette église qui est très très belle, avec cette croix qui est déduite par le vide des murs en béton. Et non, mais c'est d'une maestria où tous les plans, tous les dialogues, toutes les scènes sont assez folles. Mais je vais vous laisser la parole. Ouais, non, justement, je trouve sur ce truc de l'articulation entre le style brutaliste et sa vie, en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, tu me corriges si je me trompe, mais je crois bien que le brutalisme, c'est aussi, ça a eu son essor après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il fallait reconstruire rapide, pas cher, des trucs qui se font très rapidement, du béton. Et il y a plein de... Genre le Havre, c'est que ça, c'est que du béton, quoi. Donc, en fait, je trouve que c'est aussi intéressant ce parallèle-là, quoi. Le mec, il se reconstruit. Voilà, ouais, aussi, il y a ça. Mais dans le sens où la société se reconstruit, lui doit se reconstruire aussi. Et en fait, ce parallèle entre l'art architectural et sa vie à lui, je trouve que c'est assez brillant d'avoir justement pensé à ça. Et sinon, oui, je te rejoins sur absolument tout, quoi. C'est vrai que le côté monumental, il est présent autant justement dans l'art que dans la vie du gars. Et même, je trouve, en fait, c'est vraiment... Il y a tout un monde dans le film, quoi. C'est qu'on pourrait juste... passer une vie dans ce film ou juste explorer, il y a tout un univers, il y a une galaxie de personnages qui est impressionnante et ça fourmille de détails et de petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, voilà, qui parfois apportent pas avancer le scénario, mais qui sont plein de choses qui rendent le truc réaliste et qui font que c'est vraiment un grand film, je trouve. Après, bon, c'est vrai que nous, on l'a quand même vu dans un contexte au GIF, donc c'était un peu l'excitation de la première et tout. Je trouve qu'on devrait aussi le revoir pour... Qui était d'ailleurs une des premières projections suisses, si je me rappelle bien. C'est la première projection suisse, je vais te dire. Rien que ça. Mais du coup, c'est vrai je pense qu'on devrait aussi le revoir pour avoir un peu plus de recul et voir ce qu'il en reste au deuxième visionnage, parce que je sais pas, par exemple, pour mettre petite nuance, je sais pas comment il se tient au deuxième visionnage. Alors peut-être il y a un truc où tu vas prêter beaucoup plus attention aux détails et aux petites choses que tu avais ratées la première fois, voilà. Mais est-ce que peut-être il subit plus les affres des 3h30 au deuxième visionnage. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être la longueur et la densité du truc qui fait que t'auras peut-être pas la même expérience au deuxième visionnage, mais ce serait intéressant de voir. Mais en tout cas, vraiment un film assez marquant, non seulement de l'année, mais en tout cas même de la décennie, quoi, pour l'instant. Enfin, vraiment, il y a peu de films qui ressemblent à ça, j'ai trouvé, en tout cas dans les années récentes. Donc, bravo Brady Corbett. Et non, mais ça va aussi dans ce que tu dis, Roman, c'est la qualité des décors. En fait, tu disais dans l'émission des Oscars, Lucas, mais le film a coûté 10 millions. Ouais. Et t'as une reconstitution folle, quoi. L'architecture de l'époque, les voitures, les costumes, et créer une atmosphère pareille, créer un microcosme, comme tu dis, Roman, une société, cette petite ville de je sais plus quel état du Midwest américain, pour 10 millions. Non, mais c'est fou. T'y crois tellement, quoi. Absolument. Et je me permets de revenir sur ce que j'avais dit aux Oscars, mais quand j'ai appris que le film n'avait coûté que 10 millions après avoir le film, ça m'a encore plus fait adorer le film, parce qu'il faut bien se rendre compte, 10 millions pour le cinéma américain, c'est rien du tout. C'est vraiment un petit film, c'est vraiment un film indépendant. Mais quand tu vois la grandeur de l'œuvre que c'est, tu te dis mais c'est un gros film hollywoodien, full budget, etc. Alors que c'est absolument faux, et qu'en fait le budget est assez dérisoire par rapport à la qualité ultime du film. Donc vous comprenez bien que même moi, et du coup je reviens complètement à tout ce que vous avez dit, je pense que c'est un très très grand film en effet, et pourtant j'y allais à reculons. J'en ai parlé plusieurs fois à Roman et Lorenzo en disant que un film de 3h30 hyper long sur justement la question de l'immigration, la question de ce juif hongrois qui arrive aux États-Unis, qui en fait a envie de se battre, mais qui en fait au final va pas vraiment se rend compte qu'en fait c'est pas si dingue.
j'y allais vraiment en reculant, pas en pensant que ça allait être un mauvais film, mais en pensant vraiment que j'allais être déçu. Et en fait, c'est ce que je disais plusieurs fois, et c'est un peu le truc qui, moi, me marque dans ce film, c'est que tout ce que je pensais détester dans le cinéma, le film a réussi à me les faire aimer. Tout ce que je pensais, ou que je ne pensais pas que ça existait dans le cinéma, bah ce film me les a montrés. Et ça, je trouve ça brillant. En fait, encore une fois, vous savez à quel point, moi, il y a ce truc pour moi qui est hyper important, c'est l'identité d'un film. Pour moi, un film doit avoir une identité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, mais je respecterai toujours énormément les films qui ont vraiment une identité propre, une identité d'auteur, une identité en tant que telle, et de se dire, ce film a sa propre identité qu'on ne pourra retrouver nulle part ailleurs. Et ben pour moi, vraiment, The Brutalist, c'est la quintessence de ce truc-là. Regardez ce film, et notamment, tu as complètement raison, dans les 5-10 premières minutes du début, tu sais que tu regardes ça, tu dis, ok, je vais voir un film hyper particulier. Je vais voir un film qui est un ovni. Je vais voir un film qui va à contre-courant de tout ce qui existe concrètement. On est sur quelque chose de complètement différent. Et de manière très technique, en plus de juste dire que le film est juste grandiose parce que je le trouve grandiose et parce que je trouve qu'il est d'une puissance émotionnelle déjà absolument dingue, je me suis aussi un peu renseigné et j'ai vu qu'en fait, justement, le personnage de Laszlo Toth n'est pas un vrai personnage, mais il est inspiré en fait de l'histoire de milliers de personnes qui ont vécu justement ce truc-là, d'aller aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, le réalisateur avait expliqué, du coup, Brady Corbett avait expliqué en interview que justement, il s'était inspiré beaucoup de l'histoire de sa mère, qui justement était une réfugiée, une migrante hongroise juive qui était venue aux États-Unis et qui a dû se battre au lieu dans ce milieu-là pour justement survivre et exister tout simplement. Donc déjà, moi je trouve qu'en termes de fond politique, il y a quelque chose de très intéressant déjà de reprendre des histoires de milliers de personnes qui vraiment touchent des gens parce que c'est exactement ce qu'ils ont vécu, mais en fait, ce truc de vraiment casser l'American Dream, montrer à quel point, même dans une période où, oui, en fait, on acceptait les migrants parce que c'était des migrants juifs, parce que c'était des migrants hongrois, parce que c'était des migrants européens, et donc les États-Unis et l'Europe étaient alliés pendant la guerre. En fait, en réalité, arrivé aux États-Unis, tu n'étais pas du tout intégré parce qu'il y avait tout simplement ce truc de tu n'étais rien. Et même quand tu regardes le personnage de Laszlo Toth, le fait d'arriver architecte à un moment donné aux États-Unis, c'est vraiment un coup de chance. C'est vraiment un immense coup de chance, alors que normalement, ce mec est quasiment à la rue. Et c'est l'histoire en fait de milliers de personnes. Donc déjà politiquement, il y a un truc très intéressant de comment la bourgeoisie va instrumentaliser son pouvoir, comment elle va dominer, comment il y a des rapports de force, même religieux en fait, comment la politique a une influence sur la construction architecturale, comment en fait l'idéalisme va se confronter à la dureté du pouvoir, à la dureté de la bourgeoisie qui n'a que en tête plus un intérêt politique, un intérêt de pouvoir et d'accaparation du pouvoir. Aussi. Et de prestige, absolument, que véritablement l'idéalisme d'un bâtiment pour que tout le monde puisse avoir accès, qu'il soit accessible à tout le monde, que le bâtiment représente. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais j'adore la manière dont le film va expliquer pourquoi, en fait, d'où vient en fait le talent architectural de ce mec, pourquoi du brutalisme, pourquoi c'est cette infrastructure-là qu'il veut, et pourquoi il veut créer ce truc-là, et pourquoi il veut pas le toucher. Et quand ça arrive dans le film, il y a une intelligence, je vais pas vous le dire parce que je trouve que c'est un spoil et vraiment je pense que c'est beau de le découvrir sur le moment, de comprendre pourquoi en fait il a décidé de faire des murs aussi grands, pourquoi il y a tel truc, pourquoi il y a tel machin dans sa structure. C'est brillant la manière dont ça emmené et c'est surtout brillant de pas le dire dès le début, de vraiment arriver plutôt vers la fin du film et de commencer à l'aborder et de le dire à ce moment-là. Et là, ça te prend dans un truc émotionnel absolument dinguissime. Maintenant, pareil, pour ce qui est, on peut en parler de la qualité d'écriture, encore une fois, dans justement les prix de scénario. Moi, je l'avais mis comme meilleur scénario original de très très loin. Donc, en termes vraiment d'écriture, il y a des trucs brillants. C'est un film qui à la fois est capable de maîtriser l'humour, la joie, mais aussi la grande brutalité et la grande tristesse. Je pense notamment à une scène avec justement le personnage de Guy Pearce et Adrien Brody. Pour tous ceux et celles qui l'ont vu, cette scène, elle fait froid dans le dos, elle est d'une violence et quand elle t'arrive dedans, tu dis waouh. Et en plus, tu lis ça avec la scène d'après avec Felicity Jones qui là aussi est extraordinaire. Enfin vraiment, il y a des scènes comme tu disais qui sont marquantes et qui te marquent absolument et qui même plusieurs semaines après le visionnage te restent ancrées. Mais de manière purement technique,
La photographie est extraordinaire. Le montage est très très bon. La musique, on en a parlé, c'est génial. Il y a un côté hyper puissant, prenant et bluffant. Et la mise en scène est juste magistrale. Il y a une réalisation que je n'avais jamais vue de ma vie et que vraiment je retrouve dans ce film-là. Et franchement, comme je dis, je fais partie vraiment des gens qui allaient à reculons devant ce film. Même avec, tu vois, même cette tentative un peu artistique de mettre, alors c'est pas un spoil parce que beaucoup de gens en ont déjà parlé, hein, mais de mettre cet entracte au milieu du film. Mais quel film le fait? Il y a tellement... Moi, j'en connais très peu de films qui décident d'insérer un entracte dans le film. Moi, quand on m'avait dit ça, je me suis dit, c'est un délire d'arty un peu à la con, ça va servir à rien du tout, et ça va juste me faire chier parce qu'en fait, je vais sortir du film. C'est pas vrai. En fait, au contraire, ça m'a remis en question tout de suite, et ça m'a dit, non, mais en fait, c'est hyper intéressant de mettre justement 15 minutes de film, avec même littéralement un chrono, hein, c'est vraiment un chrono, t'as 15 minutes où on te dit, maintenant, tu poses. Et ça a un intérêt narratif. Et avec ces putains de photos, qui a un élément narratif hyper important. Parce que tout d'un coup, le film te dit, ok, maintenant on entre dans une nouvelle phase. Et il le marque par la temporalité, il le marque par une image, il le marque par un tout petit son en fond. Et juste comme ça, tu marques quelque chose. C'est hyper intelligent. Donc franchement, Brady Corbett, absolument dingue. Je suis bluffé par ce film. Ça fait très probablement partie des films de 2025 à absolument pas louper, je pense. Vraiment, les 3h35 font peur, mais vraiment, faut pas louper ce truc-là. C'est un très très gros morceau de cinéma, comme on en fait très peu. Donc franchement, The Brutalist, une petite perle. J'aimerais juste ajouter un petit complément d'urbaniste. Parce que... Non mais alors, je dois avouer, je pense que quand l'épisode sortira, j'aurais vu tout le film, mais là j'avoue, j'ai vu que jusqu'à l'intermission. Mais je peux quand même déjà vous dire que effectivement, ça passe très très vite. C'est extrêmement plaisant à regarder. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans ce film, en fait, c'est son attention sur la production de la ville. Il y a beaucoup d'images d'archives où on t'explique comment Philadelphie, c'est la nouvelle grande ville parce qu'on on construit tout avec du fer. Il y a beaucoup de passages sur le style de Philadelphie. Et c'est aussi une grande prouesse et une grande fierté. C'est ce petit lopin de terre qui devient un truc incroyable et gigantesque. Et ça, c'est vraiment... quand on est urbaniste, on étudie ça, mais c'est la production de la ville, c'est justement ce système capitaliste derrière qui vient exploiter un maximum toutes les ressources à disposition pour créer quelque chose. Et ce que je trouve très malin dans ce film, c'est qu'on voit que tout ça est créé par exploitation des plus mal nourris, des plus mal famés, des marginaux, des délaissés de la société, et que ce film se nourrit, que comment dire, le Guy Pearce, le bourgeois, se nourrit de ça justement. Ouais. Et ce qui est vraiment frappant, c'est comment dire, le trajet, le parcours de Laszlo Toth, il pourrait l'avoir fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ou aujourd'hui, ce serait pareil. C'est un architecte de renom dans son pays. Il connaît une tragédie, alors historique, etc., mais aussi personnelle, et il se retrouve comme rien du tout. Et ce film nous montre qu'il ne faut pas se rattacher à des gens qui pourraient te sauver, que c'est pas par le mérite qu'on arrive où que ce soit, et qu'en fait, l'envers du décor s'avère être beaucoup plus obscur, parce que de ce que j'ai compris, la deuxième partie, c'est encore pire que la première. Genre la première, elle pose les petites dalles en gazon pour la deuxième. Donc j'ai trouvé que c'était de nouveau un film très malin qui montre tous les aspects plus horrifiques de la société capitaliste qui était en essor à ce moment-là. Et qui en plus, pour moi, c'est ce que ma mère m'a dit, mais je la crois 100%, l'architecture c'est un peu un prétexte pour nous parler de ça, pour nous parler des systèmes d'exploitation et de pouvoir qui sont à l'origine même de la ville contemporaine. Donc je pense que un peu à la manière de... merde, comment ça s'appelait déjà ? Donne des éléments, on va t'aider. Attendez, un grand film qui parlait de l'envers du décor, qui nous montre... Baltringues. Mais non mais... J'aurais tenté.
Oui, pardon, c'est pas l'envers du décor. je La sais. vérité, si je vends 2. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Babylone. Ah. Moi, ce film me fait beaucoup penser dans sa trame Ouais. de descente aux enfers où vraiment tu arrives au bout du truc, du L'histoire chemin. derrière l'histoire. hein. Ouais, avec ce personnage principal qui au début croit vraiment en quelque chose, est laminé par le système, et tout d'un coup il revient sur le devant de la scène, et puis à la fin, tu sens qu'il est fier, mais que finalement il est quand même mieux en dehors du système, quoi. Il faut pas rester dedans. Enfin bref, moi j'ai vu beaucoup de parallèles avec Babylone, que j'avais trouvé aussi très malin dans sa critique générale d'un système, et là c'est le système production de la ville, et donc j'ai trouvé que c'était une très bonne critique générale. Voilà. Peut-être Lorenzo pour un peut-être dernier tour de parole pour ceux et celles qui veulent encore oui. s'exprimer, encore un petit tour de parole. C'était juste tout à fait pareil dans le sens de Théa sur cet aspect architectural et urbanistique, ou même pour aller encore plus loin, et ce qui pour moi en tout cas transpirait, mais bon, peut-être parce que t'as pas vu la deuxième période, mais ce qui transpirait pour moi de la deuxième période, et ça va dans ce truc de conception de la ville comme tu dis, et de production de la ville, mais c'est surtout sur la transformation du terrain en fait, comment l'humain, on vient vraiment transformer notre environnement, le creuser, le déplacer, et il y a tout ce truc avec cette scène où toute la population est en mode mais cette colline elle est très jolie, pourquoi on devrait la toucher, elle est très bien, il y a une belle vue, on s'amuse bien, elle est chouette, puis t'as cette mégalo humaine qui est nourrie par ce bourgeois qui veut sa rédemption christique, où il se dit bah ça va passer par ce bâtiment, donc, et j'ai les moyens donc je vais le faire. Et puis bah, il se sert de cet architecte et il va même un peu le convaincre, il va le prendre dans sa mégalo, et il y a ce truc et puis c'est un peu là où veut en venir le film, mais quand on est pris par une idéologie, par une aspiration artistique, par une vision, une envie d'aller quelque part, tu peux avoir toute la merde autour de toi que tu veux, elle va exister, tu vas en souffrir, mais il y a ce truc là où le mec il perd jamais le nord, et il veut toujours, il a son église, on lui a donné ça, on lui a donné ce projet, puis il va se battre pour ça, et j'aime beaucoup ces scènes aussi, et c'est là où je me demandais en fait, faudra peut-être que je regarde des interviews du gars ou que je lise 2-3 trucs, mais la vraie passion ou appâtance qu'a Brady Corbett pour l'architecture, parce qu'il filme ça super bien déjà, il y a des vrais beaux plans, autant sur la conception. C'est magnifique. En termes de photographie, je suis en train de regarder des images, c'est tellement beau. Comme je le disais, il a dû se faire entourer par des super architectes, parce qu'il y a une vraie belle identité architecturale dans la carrière de Laszlo Toth, et lui-même en tant que metteur en scène, il y a de très très beaux plans sur les bâtiments, et même ça m'a fait penser, putain, en tant que urbaniste, et puis t'as dû sûrement pitcher plein de projets, ces scènes où il doit expliquer ses projets, le truc communautaire, c'est tellement bien filmé, en fait il est touchant au possible, t'as ce gars-là un peu tout palo, et il doit présenter quasiment l'œuvre de sa vie. Bah, tu sens qu'il se met à nu, c'est ça qui est intéressant. Exactement, et c'est tellement touchant. Et en face, t'as genre une quinzaine de paysans de Pennsylvanie, du coup, et qui sont là, genre, qu'est-ce que tu fous là, mec? En fait, il est pas juste en train de présenter un projet, il est en train de présenter son existence. Exactement. Et il derrière, essaie, acceptez-moi mon existence. Exactement. Je suis et là, nous, comme on sait ce qu'il y a derrière, c'est tellement beau. Et en fait. Et non, mais je dis aussi la qualité, où je me demande quel est son rapport à l'architecture à Brady Corbett, parce que ouais, c'est tellement ça. En fait, quand tu crées un truc, mais c'est autant de l'architecture qu'un film que de la musique, mais quand tu dois l'expliquer à un jury, à des gens, à un groupe d'individus, mais en fait, c'est pas que le projet. Enfin, tu dois, comme tu dis, Lucas, tu te fous à nu, et c'est regardez qui je suis. Et ce moment tellement beau, il est là. Non, mais attendez, d'accord, ok, comme ça, au premier abord, les murs, ils sont pas très beaux, mais attendez, je vais vous dire, si vous voyez comme ça, sous cet angle, cette hauteur, vous comprenez où je veux en venir. Et il y a ce truc où tu risques ta vie, où t'as l'impression, si t'es avec lui, tu risques ta vie, où les gens en face peuvent dire non, je vois pas du tout où tu vas en venir, et autant où le public en face peut faire ah oui, c'est vrai, ok, d'accord, pas con, pas mal. Et ça tient en fait, autant la complétude d'un individu et d'une carrière, ça tient dans ces petits moments-là de satisfaction où tu fais un dessin, t'es content, tu présentes un individu, t'es content, et c'est cette accumulation de réussite et de défaite qui fait que ce film est juste fou. Non, je suis absolument d'accord. Peut-être pour conclure, encore une fois, je reviens sur la photographie, mais juste on prend plan par plan. Moi, je regarde des photos, des images, etc. À chaque fois, il n'y a pas un truc qui est moche, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Tous les plans sont magnifiques. Il y a vraiment ce truc d'une maestria absolument dingue de l'image, et c'est un vrai grand film de cinéma. Et je suis très content, du coup, pour conclure, de dire que votre film préféré de l'année est un film A24, un film distribué par A24. Quel plaisir! Distribué. Mais quel plaisir de voir
savoir Produit que par Universal, si tu veux jouer à ça. Que A24 soit dans votre petit cœur. Je suis très content. Je suis très content. C'était donc notre avis sur The Brutalist. Vous avez donc compris que The Brutalist, ça a conquis le cœur de tous les chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission. On vous invite donc chaleureusement à aller le voir dans les salles obscures. C'est vraiment une expérience qui mérite d'aller le voir au cinéma. Et on va enchaîner avec quelque chose de complètement différent. On va se tourner vers le Brésil. Et oui, pas très commun de voir un film brésilien. Et pourtant, c'est un film qui a énormément été mis en avant, notamment à la Mostra de Venise, mais aussi aux Oscars. C'est le film phénomène au Brésil avec déjà 2 millions de spectateurs, voire maintenant plus que 2 millions. Le film, c'est Je suis toujours là. Brasília tá pegando fogo. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz: sumiu? O Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado? Não. Je suis toujours là, réalisé par Walter Salles. C'est donc un film brésilien qui nous raconte l'histoire d'une petite famille à Rio dans les années 70 pendant la dictature militaire, lorsque le paternel Rubem Paiva, ancien député socialiste, va tout simplement être arrêté par la junte militaire, va être arrêté par la police et les militaires brésiliens. Il va donc disparaître. C'est le cas aussi de la mère Única Paiva, et cette petite famille va devoir se reconstruire sans la figure du père au sein de ce foyer. J'ai pu donc le voir, un film du coup que je voulais absolument rattraper avant du coup de parler un peu des Oscars et notamment du fait que tout simplement c'est un film qui a été nommé dans beaucoup de catégories, hein. C'est le cas par exemple nommé meilleure actrice principale ou aussi meilleur film étranger. C'est un film du coup qui a touché le public, on va dire. Il a vraiment marqué toute une partie du public, que ce soit le public brésilien ou que ce soit la presse internationale. C'est un film qui a beaucoup fait parler. Il suffit d'aller voir un peu les notes sur Letterboxd ou les notes sur la plupart des sites de notation. On voit à quel point le public est derrière ce film. J'ai pu donc le voir. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien écoutez, je pense que le film est assez intéressant. Donc clairement c'est un film qui a pour but d'être une forme de film de devoir de mémoire. En fait c'est un film qui a l'intérêt de lier la question des séquelles de la dictature la dictature militaire brésilienne et de l'ancrer encore dans une réalité d'aujourd'hui. C'est un film qui du coup est assez intéressant dans une société post-Bolsonaro, dans une société brésilienne qui est encore assez fracturée, avec toute une partie du public, enfin en tout cas toute une partie de la population qui est nostalgique de la dictature militaire, nostalgique de cette époque où certains pourraient dire qu'il y avait l'ordre, qu'il y avait la sécurité, où en fait il n'y avait pas de chaos, mais où en réalité la liberté d'expression n'existait pas, où pour le moindre truc tu pouvais être envoyé en prison et que tout simplement il n'y avait aucune liberté. On était vraiment sous un régime dictatorial. Et tout le but du film c'est de justement montrer déjà d'une part la violence au sein d'une famille et d'un foyer et de comment en fait les gens ont vécu justement la dictature militaire et donc notamment sous le prisme de perdre un membre de sa famille, l'enlèvement de personnes, la disparition de personnes dans les foyers. Et sur ça, le film est émotionnellement très très bon. C'est un film qui te prend au cœur, qui te touche au plus haut point et qui va avoir une grande puissance, surtout qu'il va traiter de personnages bien réels, hein. C'est le cas de Rubem Paiva qui du coup a véritablement existé, ou de Eunice Paiva qui sont deux personnes qui ont véritablement existé, toute la famille. C'est une histoire vraie qui raconte l'histoire du coup de ces deux personnes qui ont été victimes, on va dire, du régime comme un peu la totalité de leur famille. Et c'est assez intéressant comme film parce que parler de ça d'une manière aussi sentimentale et s'ancrant avant tout sous une question de drame familial. C'est un film intéressant, encore une fois, il l'intègre dans une certaine réalité par des laps, des petits moments aussi dans un passé proche et dans un présent, on va dire d'une certaine manière. Donc on sent qu'en fait le film a pour but de vraiment s'adresser au public brésilien, s'adresser à ce peuple en disant rappelez-vous de comment c'était avant, comprenez bien les dangers de ce qu'il y avait avant et il faut tout simplement plus jamais y revenir à ce truc-là. Mais en même temps, et c'est un peu la critique que je faisais du coup avec mon pote avec qui j'avais été voir ce film, que d'un jour je salue, si tu écoutes cette émission, je te fais un gros bisou mon Théo.
En fait, la réflexion est aussi de se dire que c'est pas un film si politique que ça. En fait, c'est un film qui est plutôt consensuel. Et je pense que c'était un peu la volonté de base. Pourquoi je dis que c'est pas très consensuel ? Parce que c'est pas un film à proprement parler politique sur la dictature militaire. On va essayer de te montrer la violence de la dictature sur une famille, mais on va pas véritablement te parler de quelles sont les différences politiques, quelles sont la posture politique qui était défendue par le régime militaire. C'est des choses qui ne sont pas mises en avant. Le film va seulement se préoccuper de montrer la disparition de personnes. Et c'est vrai que c'est peut-être le truc qui me manque un peu dans ce film, c'est de se dire, le film reste beaucoup trop en surface peut-être sur cette question-là de la dictature militaire. On pourrait se dire que beaucoup plus politiser le sujet, beaucoup plus montrer la résistance, parce qu'encore une fois, on parle d'un député socialiste qui justement a mis en place quelques éléments de résistance. Mais encore une fois, c'est assez subtil, c'est assez... c'est pas vraiment la couche principale de ce que le film essaye de montrer. Et c'est peut-être moi ce qui me manque en fait, c'est de se dire, c'est un film où quand tu le regardes, tu te dis c'est une bonne porte d'entrée pour traiter de la question de la dictature au Brésil, mais c'est pas un film où tu vas vraiment comprendre la dictature au Brésil dans son fond, étant donné que le cœur du film reste le drame familial. Un drame familial qui est complètement maîtrisé, ça je le pense vraiment, que ça soit dans son écriture ou que ça soit aussi dans le jeu des acteurs. Alors, on a beaucoup de jeunes qui s'en sortent très très bien, mais je pense vraiment que Selton Mello, qui joue justement le rôle du père, est très peu présent à l'image, mais le peu de moments où il est là, il s'en sort super bien. Et surtout, Fernanda Torres, qui est brillante dans le rôle justement de cette mère qui essaie de tenir le coup. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très bon et qui marche complètement dans justement la création de ce drame familial. Donc encore une fois, tout ça marche très très bien, mais moi il me manque, en tout cas personnellement, pour le jeune public que je suis, il me manque vraiment cette touche vraiment politique, d'aller un peu plus dans le sujet, plus en profondeur. On reste un peu plus, on va dire, dans la superficialité. Mais c'est quelque chose qui peut aussi se comprendre. Étant donné que tu veux être un peu grand public, t'es un peu obligé de passer par cette posture-là. Si tu décidais d'avoir on va dire une ligne politique bien claire dans ton film, par exemple qui défendait clairement une posture sociale, de résistance, etc. Là, on peut être sûr que toute une partie du public, et notamment une partie du public brésilien, aurait lâché. Parce que c'est un film que tu peux regarder à la fois si tu te revendiques dans un espèce de socialisme, à la fois tu es apolitique, à la fois tu te situes plutôt à droite de l'échiquier politique mais anti-autoritaire. C'est un film qui peut unir en fait tout le monde autour de l'anti-autoritarisme si on veut. Mais il n'y a pas cette lignée où un peu plus prise de risque. Je pense que c'est un peu ça que je pourrais critiquer au film, c'est le film ne prend pas beaucoup de risques. Même dans la manière de montrer la violence à l'écran, le film n'est pas si violent que ça. Le film est très accessible, on voit rarement des vrais moments de violence. En fait, les quelques moments de violence qu'on a sont plutôt évoqués, plutôt on les entend, ou plutôt elles sont en arrière-plan, qui peut être très efficace. Il y a plein de films qui arrivent très bien à s'en sortir avec ça, mais là, je trouve que ça marche quand même. Mais ça manque vraiment ce coup de poignard dans le dos ou ce coup de poing dans le ventre qui te fait dire la dictature brésilienne c'était une catastrophe, c'était hyper violent, etc., etc. Il manque un peu ce rapport-là, c'est peut-être un peu léger à mon goût, mais ça reste quand même assez intéressant. Maintenant, en plus de parler de ça, que ça soit les acteurs, que ça soit les actrices, que ça soit son histoire, que ça soit ce que le film dit, il faut aussi dire que visuellement le film s'en sort très très bien. Je pense qu'il y a une mise en scène qui est très très belle, je pense que la photographie est magnifique, je pense notamment à plusieurs plans au début où justement on va aller filmer les plages de Rio, on va filmer les corps qui s'amusent, on va filmer le soleil, on va filmer ces décors qui sont juste magnifiques. Et là la photographie, encore une fois, rend le film hyper agréable à regarder. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui en est sa force. Et ce qui fait que le film, vraiment, pour moi, a beaucoup de qualité, même s'il part dans des directions que moi, j'apprécie un peu moins. En plus de tout ce que j'ai dit par rapport à son fond, c'est vrai que je suis peut-être un peu plus détaché sur une manière un peu rushée à la fin du film de parler de certaines choses, une manière un peu trop rapide de passage temporel, où une très grande partie du temps, on se centre sur 1970, puis tout d'un coup on va repasser, si je dis pas de bêtises, aux années 80-90, mais assez court, et puis on va à un moment donné s'introduire dans les années 2014, et là aussi c'est encore très très court et
et avec en plus des plans très symboliques, très pompeux, qui peut-être n'avaient peut-être pas nécessairement besoin d'être mis là. Après, encore une fois, je les trouve plutôt intéressants ces plans, donc j'en fais pas une critique, j'en fais pas un film très critiquable. Je pense que c'est un film qui est très intéressant, qui est assez bon, moi je trouve vraiment, j'ai beaucoup de sympathie pour ce film, mais je ne le vois pas comme le grand chef-d'œuvre que beaucoup l'ont décrit d'une certaine manière. Je pense que c'est un fantastique film, je pense que c'est vraiment un film très sympa, c'est un film très intéressant, c'est un film qui porte des thématiques qui sont quand même peu vues. C'est vrai que j'ai pas vraiment beaucoup d'exemples de films qui traitent de la question de la dictature du Brésil, mais ça reste quand même une œuvre pas forcément ultra marquante à mon goût, qui reste très fort, qui reste très intense, qui peut te faire avoir des larmes aux yeux. En tout cas, moi, vraiment, émotionnellement, ça m'a pris énormément. Mais ça n'a peut-être pas l'impact que ce que je pouvais m'attendre. Mais vraiment, moi, je vous invite chaleureusement à le découvrir, ce film qui représente vraiment quelque chose de très, très fort, représente une vraie tendresse, une vraie puissance, une vraie volonté de parler de vrais sujets, de sujets importants. Et il n'y a pas à dire, Walter Salles, en plus de traiter de ces questions-là, qui probablement, et ça se sent par sa mise en scène, liées à quelque chose qu'il a vécu, lié à un vrai sujet qui le touche, comme des milliers, voire des millions de Brésiliens. Et tout ça par le faire passer par une mise en scène parfaitement maîtrisée, une mise en scène et une photographie très cinéphilique, on pourrait dire. C'est vraiment quelque chose de très sympathique. C'est un film très agréable. C'est un film que vraiment je vous conseille de regarder. Et c'est un film que je comprends complètement sa vraie appréciation dans les festivals. C'est quelque chose que je peux comprendre. Et vraiment, je vous invite à découvrir ce film. C'est assez rare de voir des films brésiliens, alors pourquoi pas se jeter dessus. C'était donc mon avis pour Je suis toujours là, ce film brésilien, et on enchaîne cette fois-ci avec quelque chose de complètement différent. On va vous parler de Maria. Let's go. My life is opera. There is no reason in opera. Maria est donc le dernier film réalisé par Pablo Larraín, réalisateur de plusieurs gros films. On avait parlé d'ailleurs dans une ancienne émission du Comte El Conde de ce même réalisateur. Il avait aussi réalisé Spencer, il avait aussi réalisé Jackie. Bref, un réalisateur assez important qui d'ailleurs est nommé pour Maria dans meilleure photographie. En tout cas, le film est nommé dans meilleure photographie. C'était aussi le cas de El Conde. Et donc, Pablo Larraín revient avec ce film qui nous raconte l'histoire de la vie de la grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours en 1977 à Paris. Maria Callas, interprétée par Angelina Jolie, un film que tu as pu voir, ma chère Théa. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh ben, c'est pas joli tout ça. Pas mal, Écoutez, bon, alors petit disclaimer, je sais, j'ai déjà dit plein de fois, mais je déteste les biopics. Donc il partait mal, mais je sais être objective, je sais apprécier un film quand il est appréciable. J'ai pas vu non plus Spencer ni Jackie parce que j'en ai de nouveau rien à secouer, mais ce qui était rigolo, c'est que en fait, Jackie et puis Maria sont dans le même lore parce qu'il y a un personnage qui est le même, donc Onassis. Je comprends toujours pas d'ailleurs le fantasme autour de cet homme, genre c'est juste un vieux mec milliardaire qui devait être un sacré connard. Enfin, inintéressant possible. Donc, qu'ai-je à dire sur ce film ? Alors, j'aime bien le parti pris qui est de suivre les derniers jours dans la vie de Maria Callas. Donc c'est vraiment à une période un peu charnière après sa gloire passée. Une période qui est assez tragique pour elle parce qu'elle a en quelque sorte perdu sa voix et pour une chanteuse d'opéra, c'est un peu embêtant, n'est-ce pas ? Donc on a tous ces moments où elle s'efforce de rechanter, où on sent que c'est un véritable traumatisme parce qu'elle perd une part de son identité. Et ça aussi une... comment dire ? Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne comparaison avec la ménopause, j'ai trouvé. Parce que finalement, pendant tout le film, on voit à quel point on l'a objectivée pour sa voix, à quel point on s'intéresse à elle que par sa voix. D'ailleurs, une des premières choses que lui dit Onassis quand il la rencontre, c'est ah mais je vous aime. Puis elle fait oui mais enfin c'est la première fois qu'on se rencontre, monsieur. Comment est-ce que pourquoi ? Ouais mais c'est votre voix. Et du coup c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'elle est en dehors de ça.
Et en l'occurrence, qui elle est en dehors de ça? Eh bien, c'est une vieille dame dont l'âge fluctue énormément en fonction des séquences, parce que alors, des fois, elle a les cheveux un peu gris, des fois, elle n'a pas les cheveux un peu gris. Pas pris du meilleur maquilleur pour ce coup-là. Et surtout, c'est un des gros points noirs de ce film, c'est que vraiment, Angelina Jolie, elle a aucun charisme. Enfin, je veux dire, alors, personnellement, j'aime pas trop Maria Callas comme interprète, parce que j'ai toujours trouvé ses interprétations incompréhensibles et pas du tout lisibles, tu comprends pas le texte, mais au-delà de ça, c'est une vraie figure incroyable, artistique, et tu mets cette espèce de vieux chewing-gum écrabouillé pour interpréter cette femme. Non mais je veux dire, elle a zéro charisme, c'est incroyable. Puis alors attendez, à tous les fans d'Angelina Jolie, mais niquez-vous! Dédicace. Niquez-vous, c'est tout. C'est pas une bonne actrice. Et en tout cas, pas pour un film comme ça. Mais c'est toujours, je trouve, c'est toujours qui tout double avec les biopics. Soit t'as une bonne actrice qui est vraiment bon et qui te fait oublier qui il est. Et voire même qui arrive à réinterpréter une nouvelle vision. Qui arrive à s'effacer. Voilà. Soit t'as cette merde où vraiment t'as une personne qui arrive pendant 30 secondes qui joue sa sœur et qui est tellement plus charismatique, enfin vraiment. Donc déjà j'ai trouvé que c'était un supplice de voir Angelina Jolie rien faire pendant près de 2h30. Ensuite, alors apparemment ils ont mixé des passages, des vraies interprétations de Maria Callas et puis ils les ont mixés avec une réinterprétation par Angelina Jolie. Alors autant dire que c'est surtout Maria Callas qui ressort. Et surtout, j'ai trouvé que ça sonnait super chevaux parce que je sais pas si vous avez déjà vu un opéra où juste des chanteurs lyriques, ils donnent à peu près tout. Hein. C'est pas juste j'écarquille un peu la bouche et puis je chante fort. C'est vraiment toute leur âme, toute leur tripe. Des fois, c'est peut-être un peu grotesque, mais c'est artistique, c'est théâtral. C'est vraiment, t'as les tripes qui ressortent, quoi. Et alors, elle, t'as juste l'impression qu'elle fait du lip sync. C'est vraiment genre, elle ouvre sa grande bouche de morue, là, et il y a du son qui sort, et tu vois clairement que c'est Maria Callas parce que tu reconnais sa voix, et tu sais très bien que c'est pas Angelina Jolie, quoi. Donc déjà, ça, pour moi, ça m'a totalement sorti du film, parce qu'elle a vraiment un charisme, malheureusement pour elle. Ce qui m'a aussi beaucoup sorti du film, c'est... Alors, j'ai pris un bon moment avant de le piger, mais en somme... Maria Callas est complètement shootée au médoc à ce moment-là, dont un qui s'appelle Mandrax, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais en tout cas ça lui fait pas du bien, et donc elle fantasme une équipe de tournage de journalistes qui est censée venir filmer ces dernières heures. Ça fait un peu mégalo parce que, oh dis donc, il y a une équipe de journalistes qui va s'intéresser qu'à moi, mais je trouve que dans ce contexte c'est intéressant parce que comme c'est le discours d'une femme qui va reprendre le contrôle de sa vie, bien qu'elle ait perdu son instrument de travail et son instrument de fantasme pour la plupart des gens autour d'elle, et ben là, elle peut vraiment livrer son récit, sa vision de sa vie, de son histoire. Donc ça, c'était intéressant. Et puis le fait qu'elle soit sous Mandrax à ce moment-là, c'est rigolo parce que du coup, elle est beaucoup plus libérée dans sa façon de parler. Donc ça, c'est des moments qui sont assez intéressants. Mais alors, le gros souci que j'ai avec ça, c'est que ce réalisateur a décidé que mettre des filtres devant des séquences, ça suffit pour dire c'est un flashback, ce sont des images d'archives, c'est un moment romancé. Le filtre gris. Mais vraiment. Alors du coup, alors attendez, je crois qu'il y en a 4 différents. Il y a la version archive, donc typiquement à un moment il y a Kennedy avec Marilyn Monroe, donc ça c'est image d'archive, donc ça va, vieux grain dégueulasse, c'était pas vrai, enfin c'est noir et blanc mais c'est vraiment vieilli et tout. Ensuite t'as des séquences noir et blanc avec un vieux grain, et ensuite t'as des séquences noir et blanc, juste noir et blanc. Mais sans lien chronologique entre l'un et l'autre. C'est juste que t'as l'impression qu'à un moment, il a mis un effet supplémentaire et que dans l'autre, il a oublié de le mettre, quoi. Et en plus, ça raconte rien, parce que je suis désolée, mais mettre des flashbacks en noir et blanc... bonjour, la maestria. Hein. Vraiment, le gars, tu sens qu'il a brainstorm. C'est le signe des grands réalisateurs et des grandes Exactement. Tu veux faire chiant et pédant, tu mets du noir et blanc. Et ça arrive. Et ensuite, il y a un autre filtre que je vais vraiment appeler le filtre Instagram. Parce que, vous savez, il y a un petit détour comme ça autour pour faire genre que c'est une pellicule différente. Et ça, c'est pendant certaines séquences où elle est avec la fausse équipe de journalistes. Et après, il y a un moment un peu fucked up où tu as un mélange de tout. C'est... noir et blanc, avec du grain, avec le filtre moche, et ça te montre une séquence qui a vraiment existé. Et du coup, je me suis dit, mais alors attends, il y a
aucune logique dans l'utilisation de ça, parce que le fait qu'il utilise des filtres, on a dit c'est un peu râler pâquerette, mais qu'il le fasse sans logique, ça c'est ce qui m'agace. Donc vraiment pour ça, nul. Vraiment 0 pointé. Donc pas actrice, pas film, pas montage, pas musique, pas costume, pas coiffure, hein, pour l'instant. Ça vraiment très important. Et attendez, il faut que je me rappelle, parce que là ah oui, quelque chose qui m'a beaucoup saoulée, c'est que comment tu fais pour rendre hommage à une artiste qui a une carrière aussi étincelante, incroyable, en la faisant se remémorer des passages de certains opéras, mais de façon tellement... je sais pas comment vous dire ça, mais genre, imaginez les pires passages de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vraiment, les pires passages, c'était mieux fait que ça. Tu dis les moments où Emmanuel Macron est filmé en train d'applaudir, c'est mieux que ça? Non mais je veux dire, imaginez un spectacle de danse de votre petite cousine de 5 ans, c'est mieux fait que ces passages qui sont censés remémorer, je sais pas, des grands moments dans Madame Butterfly ou Médée ou je sais pas quoi. C'est nul! Mais c'est si nul! Et ça me rend folle parce que ça aurait dû être le moment de gloire passée. On aurait dû voir à quel point c'était une star à l'époque, à quel point elle était incroyable sur les planches, etc. Ça devait nous faire revivre tous ces moments et limite, ça aurait dû l'inspirer. Mais en fait, à ce moment-là, c'est juste glauque. Donc, on dirait qu'elle est tiraillée entre vouloir retrouver sa voix, mais pas revivre ces moments qui, pourtant, l'ont façonnée en tant que star. Enfin, je sais pas, c'était très étrange. Et de nouveau, comme l'interprétation d'Angelina Jolie est pourrie, j'arrive pas à me décider. Et puis, vraiment, les dialogues, c'est des dialogues de scénaristes. J'ai rarement vu des gens s'exprimer autant comme des scénaristes. Et pour moi, c'est pas à mettre sur le compte que c'est un film qui est dans une certaine époque ou avec des gens qui s'expriment de certaines façons. Non, c'est juste le truc le moins naturel au monde. Et en fait, c'est ça qui me perturbe dans les biopics, c'est que on essaye de rendre le plus réaliste la vie de tous les jours. Et on n'a même plus le filtre du c'est un film. Là, j'ai l'impression qu'ils essayent toujours un peu d'aller plus loin et la plupart du temps, ils se brûlent les ailes, les réalisateurs ou les réalisatrices qui touchent au biopic, parce qu'il y a de la suspension d'incrédulité, parce qu'il y a de la vérité, il y a des moments qui sont plus indécis que d'autres. Et en fait, ton job, c'est de trancher, c'est de donner une version de l'histoire. Tu peux pas juste dire c'était un peu ça, et puis c'était un peu ça, puis c'était un peu ça, comme ça fait plaisir à tout le monde. Et pour moi, ce film, c'est un peu ça. Il s'éparpille dans plein de choses qui finalement le rendent juste très morne et ne rendent pas du tout justice à Maria Callas. Et puis c'est vraiment triste, mais genre vers la toute fin, encore un autre trope de biopic qui me saoule, ils ont mis des photos d'archives en mode diaporama des Tu dis à la toute fin du film? Ouais. Ça, c'est un grand classique, ça. Et le pire, c'est que dans ces photos, Maria Callas, elle transpire une véritable personnalité qu'elle a pas du tout pendant tout le film. Et le pire, c'est qu'Angelina Jolie, t'as vraiment l'impression qu'elle était sous antidépresseur pendant qu'elle a filmé ce truc, parce qu'elle n'éprouve rien du tout. Donc voilà, ce film, c'est nul. Franchement, je vais pas y aller par 4 chemins. Je m'attendais à rien du tout. Je savais que ça allait être nul. Ne regardez pas cette merde. Et puis, si jamais vous vous égarez sur les sites de streaming et puis que vous tapez Maria, sélectionnez plutôt l'autre film Maria qui parle de Maria Schneider ou Schreider, je sais plus, l'actrice qui s'était fait violer pendant le tournage de Un tango à Paris. Un tango à Paris. Ah oui, je suis sorti l'année passée aussi. C'est mieux. Et ça fait du mieux job pour le cinéma. J'ai commencé, je l'ai pas fini, c'était correct. Ouais, moi je préfère encore voir ça plutôt qu'un film. Critique ou pas critique? Critique ou pas critique, s'il est bien. À choisir, je préfère ça plutôt qu'un film qui propose rien pendant 2h30. C'était donc l'avis de Théa pour Maria de Pablo Larraín. Et on va enchaîner tout de suite, non pas sur un film d'actualité, mais sur une toute nouvelle séquence de l'émission qu'on vous propose de lancer à partir d'aujourd'hui. La séquence s'appelle le réquisitoire. Une petite séquence où à chaque épisode, ou en tout cas lorsque on considérera être nécessaire, quand un chroniqueur ou une chroniqueuse n'avait pas pu voir un film ou qu'il n'avait pas pu être là lors du moment où on avait pu parler d'un film et que l'avis de l'équipe est radicalement différent que celui que la personne a, eh bien la personne peut activer un réquisitoire
devant vous, cher public, pour avoir 5 minutes de parole, pour pouvoir exprimer son opinion, pour pouvoir dire à quel point il est en désaccord avec l'avis de la majorité du groupe. Et aujourd'hui, c'est Lorenzo qui va débuter ce réquisitoire, ton réquisitoire qui nous traitera qui va parler de Nosferatu. Quelle indignité. Objection! Réclamation! Contestation! Je vais accorder cette objection, maître Lomax. Monsieur Lorenzo, vous avez demandé un réquisitoire. Vous avez la parole. Alors, ça commence par déjà vous deux, là, Théa et Lucas. Je vous écoute parler de Nosferatu. Vous êtes là, oui, c'est pas si mal. Oh, il est pas très sexy, mais disons que la photo est pas mal. Et puis c'est correct et tout. Et c'est de la merde. D'accord ? C'était à chier. À chier de la merde, hein, pas des bulles. À chier du caca. Non mais... Alors bon, un peu de contexte. J'y suis allé en séance de 22 heures après, je dirais, 6 heures de train. Donc... il fallait qu'on me propose quelque chose de bien à ce moment-là. Je devais voir un bon film. Alors, c'était long, mais c'était long. 2h12, mais une sensation de 4 heures et des poussières. Et tout ça pourquoi ? Pour une toute petite scène d'introduction qui est pas si mal, où tu dis « Ah tiens, peut-être je pourrais avoir peur pendant ce film-là. Peut-être je pourrais sentir des trucs, de la gêne, de l'inconfort. » Que dalle. J'ai vu 1 heure d'un gars qui va vendre une maison en Transylvanie. Alors ce truc-là, mais ça commence par elle qui a envie, elle, je veux dire Lily Rose Depp, même si je crois que son personnage s'appelle Hélène, Lily Rose Depp, elle fait du mieux qu'elle peut parce qu'en fait, on lui demande de tout le temps jouer une chose, c'est la peur, le dégoût et la possession démoniaque. Genre, elle est tout le temps la mâchoire dégommée, les yeux révulsés et les mains en crochet parce qu'on lui demande de jouer que ça. Parce qu'apparemment, je suis une folle qui a une fois voulu baiser avec un démon. Puis c'est tout, voilà. Il faut faire avec. Tu vas devoir suivre cette histoire-là, bien sûr. Bienvenue, c'est Nosferatu. Et en parallèle, elle est tombée amoureuse d'un agent immobilier. Mais bien sûr, au XVIIIe siècle, Stéphane Plaza, il est là, il commence sa petite carrière. Puis, on l'envoie vendre une maison en Transylvanie. Bien sûr, on est à Rostock, au nord de l'Allemagne. Le mec, il se tape sa petite charrette, nanana, je me fais... Et il part. Ah non, mais alors cette scène où il part comme un héros, où il y a tout le village et sa femme en mode... Au revoir chérie, reviens-nous, fais bon voyage. Et lui il part, je vais nourrir notre famille et rapporter du bison à manger. Non mais ta gueule, tu vas juste rencontrer un client. Et t'arrives, et qu'est-ce qui se passe ? Ouh là là, le manoir qui fait peur, il y a tout le village en bas, en contrebas, qui est là. Attention, le château là-haut, attention, il y a le monsieur qui fait peur, et nous on n'ose pas monter là-haut, parce que quand on monte là-haut, il se passe des choses bizarres. Oh puis ce village, mange-le ton village. et ils font des trucs bizarres avec des femmes nues sur des chevals, mais ta gueule, Robert. Et tout ça pour qu'il arrive dans ce château qui fait peur et qu'il se fasse accueillir par un vieux monsieur avec une truc là sur les cheveux, le truc des Russes là, bon vous m'avez compris, le gros chapeau poilu, et une chapka, et merci, et une grosse doudoune, puis tous. Vraiment un gars de 95 ans en fin de vie à l'EMS local. Enfin, et ils tous. Et on a 45 minutes d'un gars autour d'une table qui fait un contrat de vente d'une maison. Je vais passer ma retraite dans le nord de l'Allemagne, au bord de la plage. Bien sûr, monsieur, je vais vous vendre cette super maison. Ah, je vais prendre avec ça l'option calèche. Bien sûr, monsieur, je vais vous faire ça. Et puis, est-ce que vous avez une femme, jeune monsieur ? Oui, j'ai une femme, bien sûr. Mais les gars, mais pendant longtemps, mais j'ai vraiment eu des fous rires devant cette scène. Parce que, mais tu veux me faire peur, film ? Tu veux me raconter ? Mais je vois un vampire acheter une maison. Et je dois prendre ça premier degré, je dois accepter. Je dois faire comme si c'était normal, évidemment, bien sûr. Oui, le film est prom dog, il est prom dog, mais ce film, c'est là en fait on touche le fond du truc, c'est ce film se prend tellement au sérieux et d'une prétention folle pour nous raconter quoi ? Une meuf qui a aimé, idolâtré, qui a eu des fantasmes sur un vampire à l'époque, et puis tout ça pour que ça arrive à... Le film passe son temps à nous dire ça va se finir comme ça, 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 et ça se finit comment ? Comme ça.
Et eux, ils passent leur temps, les 3 gogoles, hein, Nicolas Hoult, William Dafoe, et j'ai oublié le nom du 3e, on s'en fout. Ils passent leur temps à dire on va tuer le zombie, on va tuer le vampire, on va tuer le vampire. Oh non, on n'y est pas réussi, on n'a pas réussi. Oh non, on est tellement débiles. Oh non, la peste est arrivée. Déjà, lui, apparemment, le retour en calèche est tout aussi long que prendre le bateau entre la Roumanie et l'Allemagne, donc faire tout le tour par le Portugal. Bon, on va passer cette incohérence. Et ça se finit par la mort la plus stupide de l'histoire du cinéma. Le mec qui est vendu comme le démon absolu. Le mec qui peut quasiment se téléporter dans ta chambre pour te tuer. Il te regarde dans les yeux, tu meurs. Il claque des doigts, tu meurs. Il souffle sur toi, tu meurs. Il est capable de ça. Il meurt parce qu'il a vu le soleil. Et il a joui, il a baisé. Bravo champion. T'as voulu baiser cette meuf pendant 20 ans, t'as réussi. T'es mort nu comme une merde. Non mais tu m'as volé du temps et ta photo est très belle. Je te donne ça. C'est tout ce que tu as pour toi. Filme. Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me. Monsieur Lorenzo, merci pour votre réquisitoire. Je déteste déjà cette nouvelle pastille. C'est insupportable de ne pas pouvoir rien dire de ce Je vais beaucoup m'en servir, tiens. Bref. Mais à part ça, dans 3 épisodes, tu reviens puis tu fais une Je vais juste faire exprès de détester un film. J'ai revu Nosferatu. Et il n'a pas tort. En tout cas, voilà, dites-nous si ces nouveaux petites pastilles, ce nouveau moment de l'émission vous plaît. Le réquisitoire reviendra probablement dans les prochains épisodes quand on aura besoin de le dire, quand un chroniqueur ou une chroniqueuse aura besoin d'intervenir sur un film. J'ai quand même besoin, moi, un petit peu de douceur, un peu de tendresse après cette destruction, ce tirage de missiles sur ambulance. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit ourson quelque part qui pourrait me réconforter ? Eh bien, non. Ça tombe bien, nous avons... Stop. Nous avons évidemment Paddington au Pérou. Excuse me, sir. Is this boat for hire? It is your lucky day. This family stays together. We'll find her, Paddington. This way. Thank you. Just round this corner. Never touch this plant. Paddington au Pérou est donc le nouveau film du coup de cette trilogie, on pourrait dire Paddington après 3 films réalisés par Dougal Wilson, réalisateur différent d'ailleurs des 2 autres Paddington. C'est un nouveau monsieur qui est à la barre. Mon bon Roman, tu as pu voir ce dernier Paddington. Si je me rappelle bien, tu avais vu les autres Paddington. J'ai vu les 2 autres. Et films qui d'ailleurs sont un peu sous-cotés de ce que j'ai compris. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Bah bon, moi je les ai vus il y a pas si longtemps, je les ai pas vus au cinéma et tout à l'époque, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment chouettes quoi. C'est des films pour enfants au sens voilà, film familial, un peu pas prise de tête, mais il y a un vrai fond, il y a un vrai, c'est toujours sympa quoi. C'est toujours, je sais pas si vous les avez vus les Paddington. Non, mais il faut que le 2 est bien. Le 2 est chouette, vraiment. En prison. Vraiment il est sympa. Des très chouettes films Paddington avec... en prison. Eh bah c'est très bien. Ouais. Ah bon ? Ah mais c'est vraiment Paddington en prison ? Avec Hugh Grant ou blague, Nicole Kidman, je sais plus, c'est l'inverse. What ? Paddington au cartel de Mexico. Non mais justement c'est ça. Paddington fait du trafic d'organes. Paddington Perez. C'est des films pour enfants. Paddington Perez, bien sûr. C'est des films pour enfants mais qui gardent quand même un fond et que même si on n'est pas un enfant, bah, on peut les apprécier et c'est quand même drôle et chouette. Et là, le Pérou, bon, c'est un peu la faiblesse sur ce coup-là. Le pays. Le pays, ouais, c'est ça. Le Pérou. Moi, je déteste le Pérou. Éclaté. Non, mais vraiment, Paddington Perez, vraiment. Paddington Pérou. Il se trouve que voilà, donc l'histoire, c'est qu'il doit, en fait, il retourne voir sa tante qu'il a recueillie, tu vois, à l'époque des ours. Il retourne au Pérou dans sa famille natale et toute la famille vient avec lui. Voilà, pour faire ce petit voyage au Pérou. Il y a toute une quête, une aventure, machin. Et voilà, en fait, c'est quand même moins bien que les autres, je trouve. Il y a moins le côté drôle, en fait. Moins le côté... Et déjà, c'est aussi parce que ça a changé de réalisateur. Parce que Paul King, celui qui avait fait les autres, c'est notamment celui qui a fait Wonka aussi. Et les autres Paddington et quelques autres trucs un peu dans ce style, un peu bon enfant, good vibe, un peu pas les meilleurs films du monde, mais des films qui se regardent bien, qui sont chouettes. Et là, nouveau venu, je sais pas qui c'est, vraiment ce gars qui débarque... Qui s'approprie un univers comme ça, voilà, j'ai pas trouvé formidable.
Voilà, donc tout le long c'est un peu bof. En plus ils ont changé. C'est d'ailleurs son premier vrai long métrage. Il vient d'abord des clips. Il s'attaque à un gros truc. Hein. C'est vrai qu'il faut quand même garder. Mais bon, l'ours en synthèse assez chou fait beaucoup de toute façon. En fait, même si le film est pas bien, le petit ours est sympa. Et ils ont changé l'actrice qui fait la mère aussi. Donc ça. Oh mais ce genre de truc. Ça c'est assez dingue parce qu'elle lui ressemble un peu. Donc on se dit. C'est pas la même, mais est-ce que c'est juste moi qui me souviens pas que c'est. Voilà. C'est peut-être ça, mais non, ils ont bien changé. Est-ce qu'ils ont changé l'acteur aussi de l'ours peut-être Non, c'est toujours Ben Whishaw qui fait la voix. Qui cette année a fait donc Limonov et Paddington. Ah ouais, changement de personnage assez radical. C'est heureusement qu'il a pas inversé. Go jouer un punk nazi et puis un petit ourson tout mignon. Quoi. La transformation physique est incroyable. Moi, je comprends pas qu'il soit pas nommé. Quoi. Enfin, c'est assez dingue. Non, mais juste un maquillage vraiment très compliqué de mettre poil par poil sur. Gros boulot. Très on dit de substance, mais le vrai travail il est là, il est sur Paddington. Mais non, bon, c'est un peu chiant tout le long. T'es un peu bon, il se passe. C'est un peu cousu de fil blanc et tout, puis quand même à la fin t'as le joli message, un peu la morale, qui est joli quoi, c'est l'important c'est pas d'où tu viens, c'est où est-ce que t'as trouvé ta famille et ta communauté et tout, c'est un message un peu positif, un message d'espoir. C'est chou, donc finalement ça rattrape bien. Voilà, ma critique. Une sorte de brutaliste inversé peut-être. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai ressenti. Je suis un critique cinéma. mais du coup, le volet 4, il se passera en Thaïlande. Retour aux origines. Ah non, il y a quand même un casting. J'ai pas dit le casting, mais il y a quand même Olivia Colman et Antonio Banderas. Ça, c'est quand même. Ouais, mais lui. Mais à chaque fois, il y a un personnage important. Il y avait Hugh Grant, il y avait Nicole Kidman dans les autres. C'est toujours un peu une grosse star, ouais. Une grosse star qui porte un peu le truc. Mais voilà, je suis même pas sûr qu'il y aura un 4. Hein. Je crois que c'est. Enfin, en tout cas, ça se conclut d'une façon où c'est plutôt bien conclu, quoi. Il décède. Non, je plaisante. Il est écrasé par un camion. Il entre dans un taxidermiste. Un chasseur, là. Un braconnier. Taxidermiste, il arrive et fait oh, bah, nouveau client. Non, et voilà, et il termine sur une cheminée. Bon, c'est vraiment triste. Oh, what? Non. Et c'est une réflexion sur l'intégration. Encore une fois, c'est brutaliste, ça a du sens. Voilà. Non, mais bon. C'est brutaliste des enfants. C'est sympa, c'est bon moment quand même. Après, moins bien que les deux autres. Est-ce que l'ourson est juif? C'est ça la vraie question que j'ai envie de demander. Si vous avez crossover avec Ted. Si vous n'avez pas vu les deux autres, je vous conseille plutôt de regarder les deux autres qui sont beaucoup plus chouettes. Là, c'est sympa, ça se regarde. Alors, petite question juste, est-ce qu'il va au Machu Picchu? Alors, pas du tout, mais il y a cette ambiance un peu... un peu, ouais, voilà. Un peu à l'ancienne, un peu des vieilles pierres et tout. Il y a un peu ce côté quête... les lamas et des chapeaux. Il y a ce côté Eldorado, pour le coup. Ah, voilà. C'est pas un peu Indiana Jones version ourson? On peut le dire. Est-ce que c'est pas complètement colonial? Moi, je pose, est-ce que c'est pas complètement colonial, un ourson? Est-ce que ce serait pas la fin de ce segment? Est-ce que l'ourson va poser son gros drapeau Royaume-Uni, bam, au milieu des terres? Il tue ses congénères et tout, enfin, c'est horrible. Super. Un bain de sang à la fin. Mais quand même, good vibes, enfin, ça reste positif. Il se chante bien là où il est arrivé. C'est ça. Je me sens bien. C'était donc l'avis de Roman sur ce film hyper hardcore qui est Paddington 3 au Pérou. C'est un snuff movie en fait. C'est la réalité. En fait, c'est un vrai ours qui massacre des gens. C'est Tony. Allez, on enchaîne. En parlant de massacre, oh mon Dieu, la pire transition. Est-ce que vous saviez que le 5 septembre, il y a eu une prise de... Elle est merveilleuse. Je suis désolée, mais mes transitions, vous me les faites avoir. Oui, le 5 septembre, il y a eu une prise d'otage qui... 5 septembre 1977. 1977, qui a tué la totalité des athlètes israéliens pendant les JO de Berlin. Et Dominique, pardon, je le savais. Et puis... Après, c'est vrai que les athlètes israéliens, ceux de Berlin, ils ont peut-être pas eu un bon moment. Je propose... Ah bah. C'est pas faux. Transition quand tu nous tiens. Allez, on va dire que ce film, c'est 5 septembre. Et on va vous parler de 5 septembre. Je sais pas comment on va se dépatouiller de cette situation. Allez, vite, le générique, vite. What's the situation? The police are reporting that armed terrorists have attacked the Israeli athletes. There's a hostage situation going on right now in the Olympic Village. ABC wants news to take over. Your sports, you're in way over your head. We're 100 yards away from where this is happening. We are the only people capable of following it live. This is our story. And we're keeping it. Allez, un peu de sérieux. 5 septembre est donc le nouveau film réalisé par Tim Fellbaum, qui est un réalisateur suisse. Et ouais. Et oui, pouvons-nous
le citer. C'est donc un film qui retrace donc l'histoire, pas très drôle en effet, donc ce drame qui a pu y avoir du coup le 5 septembre 1972 pendant les JO à Munich, où justement une organisation du coup palestinienne a pris en otage les athlètes israéliens. Une prise d'otage qui en fait est devenue tout simplement un véritable désastre, que ça soit au niveau télévisuel, parce que ça a été la première fois qu'en fait on a fait des grosses erreurs à diffuser des images en direct de prise d'otage et justement de terrorisme, mais aussi de l'incompétence des autorités allemandes qui n'ont tout simplement pas du tout réussi à gérer les discussions et du coup gérer cette prise d'otage, qui a tout simplement mené à un bain de sang et tout simplement un drame énorme qui a pu se passer et qui a tout simplement marqué d'une certaine manière l'histoire des JO et qui a même tout simplement marqué l'histoire tout court de la télévision et a été un moment important des années 70 dans justement ce rapport à la violence qu'il y avait en politique. Nous sommes deux à l'avoir vu, Théa et moi-même. Je ne sais pas si tu as envie peut-être de commencer. Théa, est-ce que je te lance directement dans le bain ? Est-ce que tu veux que je commence ? Je ne sais pas. On est un peu... en bout de course là, mais c'est pas grave, on va y arriver. On a fait le 300 mètres haies là. Allez, vas-y, je commence, j'en fais un petit peu, et après je te laisse compléter. J'enchaîne. Ouais, je t'enchaîne. Allez, trop ma pote là, vas-y. Check-moi ça. Ouais. Allez, où ça a claqué, c'est bien. Alors ce film, il est nul à chier. Allez, c'est comme ça qu'on commence. Voilà, merci beaucoup pour ça. Non, sérieusement. Écoutez, moi j'en attendais rien du tout de ce petit film que j'avais vu en commentaire. Beaucoup de gens disaient genre mais c'est lui qui aurait dû être nominé pour des tas de trucs, c'était un film incroyable, etc., genre les performances des acteurs. Bon, je sais qu'il y a aussi plein de merdes qui ont été nommées, mais à ce point-là peut-être pas. Écoutez, point positif d'abord, c'est intéressant de voir les derrière de l'action. Absolument. Donc t'es littéralement dans le studio de production des émissions de sport, donc on suit vraiment une équipe de journalistes sportifs. C'est pas du tout des mecs aguerris pour aller sur le terrain en Afghanistan, quoi. C'est pas tout à fait ça, mais eux ils ont l'avantage d'avoir le direct, et donc c'est les premiers à réussir à donner des images de ce qui est en train de se passer en temps réel, et ils se battent vraiment pour garder la main sur ces images, et c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne, du coup, qu'il y a des moments où en fait on essaye de les censurer entre guillemets. Ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils doivent dire, comment ils vont nommer les participants. Oui, non, c'est vrai. Et du coup c'est intéressant, tout ça c'est très intéressant sur la technique derrière, sur le making of presque de ce qui s'est passé, parce que c'est un point de vue qui est très intéressant à prendre, parce que ça permet de justement relier avec des points d'actualité. Genre, tu comprends pourquoi, en fait, comme c'est en Allemagne, ils voulaient pas surarmer les gens, donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire un truc, des jeux assez pacifiés. C'était le message à donner à ce moment-là. Mais tu sens encore des tensions très présentes entre... y a beaucoup de personnages qui sont d'origine juive dans l'équipe d'Américains, de journalistes américains. Enfin bref, donc... Tout ce passé-là, le passé nazi n'est pas ignoré, on va dire. Ça, je le comprends, je le vois, c'est bien fait, etc. Après, ce film, et à mon avis, c'est parce qu'il a été réalisé par un Suisse qui s'est cru très malin de se dire apolitique et non mais si on vous donne l'avis de journaliste, c'est parce qu'on va réussir à donner un avis objectif sur les événements sans dire que l'un ou l'autre est méchant ou je sais pas quoi, mais quand tu fais ça, tu prends déjà parti. Et en l'occurrence, il a pris un parti très très clair. Ils ont nommé les terroristes des terroristes et les athlètes israéliens des pauvres victimes. Ce qui sont, mais en notant totalement le contexte duquel découle cette situation. C'est pas juste parce que c'est en Allemagne que c'est des athlètes israéliens qui vont se faire viser. C'est pas ça. Donc c'est très fallacieux, je trouve, les points qui fait se lier entre eux dans le film, parce que ça manque de contextualisation. Après, en soi, bon, c'est pas un mauvais film, mais franchement, c'est pas un film que je vais, de 1, revoir, et de 2, que je conseillerais parce que c'est très oubliable, à mon humble avis. Absolument. J'ai trouvé que les dialogues étaient vraiment pas ouf. Il y a plein de personnages qui me tapent sur le système, mais dès la première minute.
Et juste parce que en fait tu regardes ce film et c'est vraiment des bras cassés qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de montrer aux terroristes ce que les gens voient d'eux. Et j'ai trouvé ça formidable quand tu le comprends. T'es là genre, mais bande de glands, ils sont tellement fiers d'avoir les images qu'ils ont même pas pensé à aller plus loin que le bout de leur nez. Enfin, c'est comme BFM à l'époque des prises d'otages. Exactement. L'imprimerie d'hyper cachère. Voilà. C'est ce qui s'est passé concrètement en 1972. Hein. C'est vraiment qu'ils ont diffusé des images alors qu'en fait, il fallait pas les diffuser parce qu'en fait les terroristes le voyaient, avaient la télévision, donc ils l'ont vu quoi. Ouais. Donc alors franchement, c'est très intéressant de voir comment tu tournes des images en direct, ce qu'il faut mettre en avant, etc. Tout ce côté-là technique. Sympathique, pourquoi pas, c'est intéressant, mais franchement, tu peux pas faire un film qui traite de ce genre de sujet actuellement sans contextualiser. Je veux dire, c'est pour moi ça, ce film, il vaut rien quoi. Je te rejoins sur ce truc-là. Alors, avant d'aller vraiment à ce qui moi m'intéresse dans le film, sur le point de vue politique, en fait, t'as raison, c'est vraiment pas anodin de parler de cet événement-là du 5 septembre 1972 aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment pas anodin. Et en fait, le problème, c'est que justement, dans une période comme aujourd'hui, on va avoir l'impression que le film prend parti pour un camp. Or, peut-être, je vais pas donner d'intention au réalisateur directement, peut-être pas, peut-être que si, mais je pense que directement, quand on voit le matériel tel qu'il est au niveau filmique, c'est un film qui prend un positionnement très clair sur ce qui se passe en Palestine et ça fait que tu peux te sentir mal à l'aise. C'est-à-dire, encore une fois, le contexte de pourquoi on en arrive à cette situation-là. Maintenant, on l'a. Maintenant, avec du recul, même pas avec du recul, déjà à l'époque on le savait, mais je veux dire, si tu prends du recul sur ce qui s'est passé en 1972 et que tu le mets dans un contexte très global ou dans une situation un peu générale, t'as une nécessité de contextualiser ce truc-là. T'as une nécessité de comprendre que ce qui s'est passé là-bas, c'est le fruit tout simplement d'un apartheid, qui est le fruit d'une colonisation, etc., qui amène à un rapport de violence et qui amène ensuite à ce qu'on aurait pu trouver une solution pacifiée, mais cette solution pacifiée n'est pas trouvable parce qu'il y a plein de lacunes au niveau de l'État allemand, au niveau des médias, etc., etc. Donc en fait, le film, il prend vraiment le point de vue du moment, comme si on n'avait pas les infos d'après. Or, c'est précisément ça. Aujourd'hui, on les a, ces infos-là. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de c'est dommage de se dire tu ne mets pas ce contexte-là, ce qui fait qu'au final, tu sens que le film prend parti un peu clairement. Maintenant, moi, le film me dépelle pas plus que ça. Je le trouve ok, mais sans plus, très vite oubliable. En fait, là où moi, le film m'intéresse, c'est plus sur montrer comment fonctionnait la télévision avant. Là, je trouve, et comme tu le disais, tu as complètement raison, là, il est intéressant parce que tu vois tous les métiers du monde de la télévision à une certaine époque. Ce truc-là de comment en fait on mettait par exemple les titres en dessous des trucs, en fait tu les faisais à la main et que c'était un espèce de truc de débrouille. Le fait que tu avais besoin de pellicules pour filmer, mais en fait tu devais passer d'un endroit à l'autre parce que tu n'avais pas une infinité de pellicules, donc tu es obligé de faire un espèce de contrebande de pellicules avec un moment qui est d'ailleurs très très drôle aussi dans le film. Tu vas avoir ce truc de les personnes sur place, donc les chroniqueurs sur place, comment ils vont devoir gérer des situations en direct, comment en fait on contrôle l'information, parce qu'aujourd'hui l'information peut être contrôlée très très vite. Tu vois une page justement de l'AFP, et tout de suite tu peux préciser, tu peux avoir la source officielle. Là à l'époque tu devais contrôler, appeler des gens, appeler 2 ou 3 personnes et dire ok, est-ce que ta source est bonne, est-ce que toi tu as cette source là, et l'information un peu circulait comme ça. Et comment ce truc là avait des impacts, parce que si tu donnes pas la bonne info alors que 3 personnes l'ont déjà confirmé, tu vas continuellement donner la mauvaise info, ce qui en fait concrètement va se passer à un moment donné dans le film. C'est pas un spoil parce qu'encore une fois ce sont des événements historiques, mais à un moment donné la mauvaise info va circuler et ça va être une info assez grave. On va avoir cette réflexion de justement le poids des images, le poids de l'histoire même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc là qui revient, c'est l'histoire avec un grand H en train de se faire. Nous qui bossons dans la télévision, on veut absolument montrer ce qui se passe, ce qui est pour moi quand même un peu une bataille d'ego un peu à la con, mais après ça c'est un peu autre chose. Je suis d'accord. Pour moi il y a vraiment ce truc de tu es incompétent, ce n'est pas grave, moi je suis le meilleur, je veux absolument le faire. Tu fais oui mais ok, mais tu vas faire des conneries. Mais bref. Donc il y a tout ce truc-là au niveau télé qui est assez intéressant. Maintenant, tout le reste est assez banal. Je veux dire, en termes de mise en scène, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. En termes de scénario à proprement parler, je vois pas ce qui est assez... je vois rien de dinguissime. Le film a le mérite d'être assez court et donc assez... ne te plombant pas et ne prenant pas vraiment des détours un peu inutiles. Non, le film, il va droit. Le film, il est ok. Ça se laisse regarder. Très vite oubliable. Avec d'ailleurs en plus des acteurs et des actrices qui...
peut-être sont un peu en sous-régime, je veux dire. En plus, c'est intéressant parce qu'ils ont été chopés, notamment Léonie Benesch, qui avait joué justement dans la salle d'épreuves, donc justement cette actrice allemande qui justement avait beaucoup été retrouvée par justement la salle d'épreuves, qui avait été nominée l'année passée pour meilleur film international aux Oscars. On a aussi notamment cet acteur français qui joue un rôle assez important, à savoir Zinedine Soulem. On va avoir pas mal de diversité, on va dire, dans les acteurs et les actrices, mais dans l'ensemble, je n'ai pas vraiment de prestations qui ressortent du lot. Et pourtant, ça reste un film d'acting, en fait. Ça reste quand même un film d'interaction entre les individus. Mais voilà, moi, je ne vois pas le film comme quelque chose de grandiose. Je le vois comme un film plutôt ok, tristement un peu trop ambigu sur certaines choses, sentant que, malheureusement, il défend une espèce de posture un peu compliqué à défendre aujourd'hui, je pense, ou en tout cas qui, moi, ne me représente pas tellement. Mais voilà, je pense pas que c'est un film catastrophique, mais c'est un film plutôt oubliable et qui va pas vraiment me marquer énormément. Vous voulez regarder un meilleur film sur les behind the scenes de la télévision? Je vous conseille Broadcast News de James L. Brooks, qui est sorti en 1987 et qui parle beaucoup plus des tensions entre délivrer l'information et les égos qui surgissent au milieu de tout ça et qui vont bien au-delà de restituer des faits et qui sont vraiment pour l'avidité du moment, genre choper les images et se mettre en avant. Donc vraiment, je vous conseille plutôt Broadcast News. C'était donc notre avis sur 5 septembre et ce film conclut donc nos films d'actualité d'aujourd'hui. Je me permets, avant d'enchaîner la carte blanche du jour qui va conclure cette émission, de vous rappeler de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes tenus au courant un peu des différentes choses que nous organisons, comme des concours, comme des infos, comme le fait que les derniers épisodes sortent. Tout est sur nos réseaux sociaux. Instagram, n'oubliez pas de nous suivre et surtout de partager un maximum le podcast pour nous donner de la force, mais aussi de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez pour avoir un meilleur référencement et pour continuer à diffuser cette belle émission de cinéma. Allez, on arrive un peu à la fin de l'émission, mais comme chaque fin d'émission, juste avant, nous avons évidemment notre petite carte blanche, quelques minutes où un chroniqueur ou une chroniqueuse a carte blanche pour vous parler d'un film. Et aujourd'hui, eh bien, c'est moi qui va m'en charger. Je vais donc vous proposer ma petite carte blanche du jour. Oh, carte blanche, hein. Je n'ai d'ailleurs accepté qu'à cette condition. Hein. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une petite carte blanche du passé, un film qui date des années 60 et plus particulièrement de 1964 et qui est sorti en Italie. Et ce film, c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est un ami qui m'avait offert qui m'a offert le coffret DVD. C'est un film que j'avais vu pas mal passer, qui en fait m'intéressait beaucoup, notamment par son esthétique que je voyais. Ce film, c'est Danse macabre ou Danza macabra en italien. Un film très particulier, film d'horreur épouvante du coup de 1964. Alors le synopsis est assez simple. En fait, on va retrouver du coup le personnage de Alan Foster qui va tout simplement se rendre dans une taverne. C'est un journaliste et ce journaliste, il va vouloir interviewer un lord qui possède tout simplement, enfin plutôt, il va d'abord vouloir interviewer Alan Poe. Et oui, Alan Poe qui se trouve dans un bistrot et qui discute justement avec ce lord de je ne sais pas quoi, mais ils discutent. Et en fait, Edgar Allan Poe raconte une histoire un peu sombre, tel qu'il a l'habitude de faire. Et justement, ce journaliste arrive pour lui poser quelques questions, faire une petite interview. Et le lord du château lui propose un défi et lui dit « Écoute, si tu arrives à rester pendant une nuit dans mon château, je t'offre en tout cas quelques petits pécules. » Le journaliste refuse et dit « Non, ce montant est trop élevé. Pour moi, je vais prendre le défi avec beaucoup moins. » Et donc il accepte, il se rend dans ce château et c'est là où il va passer une nuit assez particulière. Alors, pourquoi ce film, j'ai envie de vous en parler? Parce qu'en fait, il représente quelque chose que je trouve assez intéressant et c'est assez rigolo, notamment avec la carte blanche, enfin plutôt pas la carte blanche, mais on va dire le réquisitoire de notre cher Lorenzo. Nosferatu, c'est un film qui est complètement intégré dans cette mode un peu gothique, sombre et poétique. Alors pour certains,
c'est vachement bien, pour d'autres, c'est catastrophique. Mais ces films, en fait, sont on va dire inspirés par d'autres choses, et notamment un film, ou en tout cas un style de film que moi je trouve assez dingue, c'est le film gothique sombre italien. Et ce film fait partie du premier, ou en tout cas des premiers films qui ont lancé cette tendance en Italie. Un style très particulier qui en fait va justement mélanger l'horrifique, va mélanger l'horreur, la sombritude, on pourrait dire, la sombreur, non, je ne sais pas, en tout cas le côté sombre des choses, dans une espèce d'ambiance poétique, dans une ambiance macabre, c'est peut-être le mot que je cherchais, macabre, une ambiance un peu macabre, poétique, et en même temps, tout ça dans une espèce d'esthétique très romantique, presque en fait érotique par moments. C'est vrai que c'est ce mélange-là qui est très intéressant dans la tonalité qu'a Danse macabre. C'est à la fois un film angoissant, c'est à la fois un film tripant, c'est à la fois un film prenant psychologiquement pour ce qu'on va voir, pour justement la manipulation que le personnage principal va subir dans ce manoir. Mais tout ça se cambre dans une espèce de noirceur, de macabre poétique et en même temps très érotique, il faut aussi le dire. Il y a une forme d'érotisme qui se dégage de ce film. Et ça, en fait, c'est beaucoup aidé par une incroyable actrice que je connaissais très peu, mais que j'ai un peu redécouvert ces derniers temps, Barbara Steele, qui est juste magistrale dans ce film. Elle est juste incroyable. Elle arrive à incarner parfaitement ce personnage à la fois spectral, mais aussi complètement humain, d'un érotisme absolument fou, mais en même temps d'une espèce de froideur, d'une espèce de dureté aussi qui se dégage de la vie de cet individu. Bref, c'est un peu ce mélange très intéressant qui fait que le film est hyper agréable à regarder, hyper prenant, hyper... c'est un peu compliqué à l'expliquer, mais il y a un peu ce sentiment, non pas comme on pourrait l'avoir, parce que c'est vraiment typiquement le mec qui arrive dans une maison hantée ou dans un château hanté, et puis il va voir des trucs un peu bizarres. On pourrait se dire que c'est du vu et du revu, mais en fait, l'ambiance générale du film rend le tout d'une part très accessible, parce qu'en soi, il n'y a pas de gros trucs hyper violents, mais en même temps, il y a cette atmosphère noire, gothique, sombre, cette atmosphère un peu oppressante qui marche complètement bien et qui arrive à complètement t'emporter dans ce monde complètement psychédélique, dans ce monde absolument... voilà, un peu hors norme en fait. C'est vraiment ce petit moment où tu regardes un film qui va te sortir de ce que tu as l'habitude de voir. Et c'est là où on voit en fait toute l'inspiration. C'est-à-dire plus tard, beaucoup d'autres films se sont probablement et même sûrement inspirés de ce film pour justement créer des ambiances dans leur long métrage. Et à l'intérieur de ça, on a vraiment des choses qui sont super. Il y a vraiment toute cette création, tout ce travail d'écriture que je trouve vraiment brillant, avec justement au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire et au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce personnage de Foster qui va se retrouver piégé tout simplement dans cette maison, qui va essayer de découvrir, qui va découvrir au fur et à mesure ce qui s'est passé et en fait rencontrer les entités qui sont dans cet espace-là et après découvrir leur vécu. Tout est amené d'une manière très intelligente, très agréable à regarder. Enfin bref, le tout est vraiment génial et ça fait partie un peu de ces petits films qui ont lancé des courants, peut-être des courants qu'on ne connaît pas, mais qui en fait ont une certaine importance dans le cinéma et notamment dans le cinéma italien. Un film en plus qui a complètement une identité de giallo et ça c'est quelque chose vraiment qui moi me passionne, surtout après quand tu deviens fan de Dario Argento, quand tu deviens fan un peu de tous ces réalisateurs, réalisatrices italiennes qui ont repris un peu tous ces esthétiques-là. C'est un film qui a une vraie patte, qui a une vraie identité nationale, on pourrait dire d'une certaine manière. C'est un film qui transpire quelque chose que je trouve plaisant à mourir et c'est quelque chose vraiment qui moi me plaît énormément, cette sombreur mais en même temps cette poésie, cette dureté mais en même temps cette chaleur, cet érotisme mais en même temps ce côté glacial, tout ce mélange là en fait que Danse macabre ou Danza macabre en italien, ou aussi Castle of Blood, voilà, on aime beaucoup les noms qui changent, vraiment c'est un plaisir, fait que ça crée un mélange hyper bon à déguster. C'est vraiment un plat savoureux et je vous le recommande chaleureusement. Une petite œuvre qui tout simplement est exquise et qui t'amène dans des espaces assez mystérieux que je vous invite à découvrir. Avanti, dillo.
Dillo che ti piace. Sì, mi piace. Mi piace e lo desidero. E non lo ami? Ah sì, lo amo. Poverina. Se non fossi arrivata io, adesso saresti felice nelle sue braccia. Felice? Sì, forse con lui sei stata felice. No, non è vero, non lo sei mai stata. Ma forse questa volta avevo come un presentimento. Ah, ti prego, Giulia, ti supplico, sii buona. Dammi ancora una possibilità, una sola. No, solo vicino a me sarai felice. Vattene! Io sono una donna, capisci? Una vera donna, non c'è posto per te nella mia vita. Quale vita, Elizabeth? Ti rendi conto di ciò che dici? Ti disprezzo, Giulia. Ti odio! Ti odio! C'est donc ainsi que se termine notre 52e épisode de Vidéo Club. Un très très grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de Vidéo Club avec un programme déjà bien chargé. Il y a un gros programme qui va arriver. En tout cas, je donne évidemment le dernier mot de fin à toute l'équipe. Une équipe qui est détruite, fatiguée. Je peux vous dire qu'on a passé l'après-midi au studio. La fatigue est là. Je pense qu'on va aller se reposer. On va aller manger. On va peut-être mater un petit film. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça va faire du bien. En tout cas, c'est un week-end, par exemple, pour se reposer. Ouais, bien sûr. Un week-end qui est terminé. Ah putain. C'est fini demain. C'est bien pensé tout ça. Travailler. C'est bien pensé. Allez, un petit mot de fin, peut-être, Roman. Eh bah alors. Voilà, exactement. Tu n'as pas d'impro par hasard. Il faut le dire, non. Comme ça, c'est beau ça. C'est notre poète en fait. Moi, je suis hyper terre à terre. Je trouve que l'émission était bien. Voilà. On verra. Je ferai une petite critique sur. Tu feras une Spotify. critique de l'émission. Ouais. Je t'ai trouvé un peu en dessous, mais bon, ça arrive quoi. Moi, je me permettrai de faire une critique de ta critique. Voilà, ça fait plaisir. Puis vous parlez dans les coms, voilà, vous faites la suite. suite. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait réagir quoi, c'est toujours important. Réagissez en commentaire. Allez Lorenzo, un petit mot de fin. Bonne journée à vous qui nous écoutez en soi. Non mais attends, voilà, peu importe à quel moment vous vous trouvez dans votre journée, disons que je vous souhaite une agréable suite à celle-ci. Ah, c'est bien. Voilà, vous avez compris ? À peu près. C'est le plus important. Allez Théa, pour conclure. Moi je me joins à vous, chers auditeurs tristes, pour réécouter des épisodes, pour trouver de nouvelles objections à faire durant toutes les prochaines. Exactement, ma voix est en train de s'éclipser. Je suis en train de plus avoir de faim. Heureusement que l'émission se termine maintenant. En tout cas, un très très grand merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Vidéo Club. En attendant, voyez des films, allez dans les salles obscures et surtout, n'oubliez pas, vive le cinéma. Nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain.